Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Sans filtre. Nous réapproprier notre histoire, mettre des ratures sur les impostures et déconstruire la vision coloniale et post-coloniale de notre histoire et de l'histoire d'une ville où se concentrent toutes les composantes du Maroc. Casablanca, une mission qui tient à cœur de notre invité d'aujourd'hui, un sujet aussi au cœur de ses recherches, qui nous révèle des vérités jusque-là méconnues et qui lève le voile sur des pages occultées de notre mémoire et de l'histoire de cette métropole, de ce monstre urbain qui fait peur, qui nous fait souffrir selon son expression, mais qui néanmoins nous fascine. Notre invité d'aujourd'hui est Ahmed Hamid Chitachni, politiste, essayiste, chercheur en anthropologie urbaine, fervent acteur associatif. Il est à l'origine du lancement avec Mouna Hachim de l'Appel et de la page Save Casablanca. Il est également ancien membre du think tank de la wilaya de Casablanca. Qualifié par ses pairs d'éveilleur de conscience, Ahmed Hamid Chitachni est aussi l'auteur de l'essai Casablanca 1907-1956, la démesure d'un urbanisme, une étude multidisciplinaire, un véritable voyage dans le temps à la découverte de la profonde et parfois violente et douloureuse métamorphose de cette ville à la rencontre de l'Occident sur le plan de l'urbanisme, mais aussi sur les plans humains et socioculturels. Il est également l'auteur de plusieurs articles dans des revues nationales et internationales et auteur de plusieurs livres collectifs. Ahmed Hamid Chitachni, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Et d'apprendre, je suis sûre qu'on va apprendre, les téléspectateurs vont apprendre beaucoup de choses qu'ils ignoraient sur Casablanca, sur l'histoire du Maroc. Et on va commencer justement par Casablanca. Vous êtes né à Casablanca, vous revendiquez votre appartenance à cette ville que vous aimez avec... Sous le vocable Bédaoui. Bédaoui. Non, Bédaoui. pas Kazaoui. Pas Kazaoui. Ah oui, Kazaoui. C'est Bédaoui. Vous préférez Bédaoui à Kazaoui? Oui. Pourquoi? Parce que Kazaoui, c'est un terme qui ne veut rien dire. Il est importé dans les années 90, début 2000. C'était ou bien Bédaoui ou bien Casablanca. Oui, Kazaoui, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Cette ville, vous l'aimez parce qu'il y a de la beauté dans cette ville, mais vous l'aimez aussi avec ses torts et ses travers. Mais à l'origine, vous venez d'un peu plus loin, vos grands-parents. Vous êtes originaire de Demnet. C'est pas moi, c'est mon père qui est originaire de Demnet. Moi, je suis un natif de Casablanca. Est-ce que vous avez un lien avec cette ville, avec la tribu de Ait Chitachni dont vous êtes issu? D'où mon nom, Chitachni, Ait Chitachni, c'est un peu plus loin que Demnet. D'ailleurs, Demnet appartenait aux tribus de Ait Chitachni. Oui. Donc les Ait Chitachni s'étendaient sur... Il n'y a pas que Demnet, ils étaient présents ailleurs. Ils étaient présents ailleurs, surtout dans la montagne. C'est des montagnards d'origine. C'est des montagnards. Il appartenait à l'ancienne confédération de Iwiltan, qui faisait elle-même partie de la confédération de Ait Atta. Ait Atta, oui. Là, c'est une photo que... J'ai mis une photo. Là, c'est une Demnet. Ça, pour le coup, c'est la porte du Mellah. Demnet, c'est aussi une ville où il y avait... vous vérifiez la photo. Je ne suis pas sûr que ce soit la porte du Mellah. Ah. Ça, c'est votre rigueur de chercheur ça doit être la porte de Hara. Mais c'est de l'autre côté du Mellah. Mais c'est Demnet. Mais c'est Demnet. Mais c'est Demnet. Demnet, il y avait une cohabitation. C'est particulier aussi comme ville. Bien sûr, c'est une ville dont la construction, selon des auteurs, date d'avant la construction de Marrakech. Oui. C'est érigé en 998 ou quelque chose comme ça. C'est avant la Marrakech, qui a connu des périodes de gloire et des périodes de décadence, principalement avec cette lutte des pouvoirs toujours, entre les Glaouis d'un camp et les Ait Chitachni notamment, dont mon grand-père était un fervent opposant aux Glaouis de l'époque, qui avait même pris la fuite pour s'installer à Marrakech. Donc même mon père est né à Marrakech, avant que les choses se tassent pour qu'il revienne à Demnet encore une fois. Et de Demnet, c'est lui qui s'est installé à Casablanca ou c'est votre grand-père? Non, c'est mon père qui s'est installé à Casablanca. Alors, il est devenu Bédaoui parce que tous ceux qui viennent de toutes les régions du Maroc, quand ils viennent à Casablanca, ils deviennent Bédaoui. Ça, c'est vous, bébé? C'est moi à l'âge d'à peu près moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Avec ma main gauche brûlée.
par inadvertance dans la cuisine de l'époque. Oui. Et c'est une photo avec un appareil à chambre noire. Et vous voyez là, des lma, comme on dit. Oui, oui, oui. Et vous voyez que c'est une photo qui n'a pas bougé depuis des années. Contrairement aux autres techniques actuelles qui jaunissent, etc. Ça, c'est un peu bizarre. Exactement. On portait pour les bébés la robe, c'était vraiment à la mode à l'époque. Oui, c'est comme une robe. C'était une robe. C'était pas forcément voilà. Un short ou un pantalon. Et cette photo marque un événement très important pour moi. Oui, lequel? Que je vous raconte. Avant ma naissance, mes frères et sœurs mouraient au bout de 15-20 jours. C'était courant. Et on ne savait pas pourquoi. L'accouchement se faisait par sage-femme. La seule du quartier, Moui Mariam, que j'ai connue bien avant, quand ma mère voulait accoucher, ils sont partis chercher Moui Mariam. Manque de peau pour elle et heureusement pour moi, il est parti. Elle était absente, elle est partie aux manifestations du retour du roi Mohamed V. De l'exil. Que faire? Quelqu'un a soufflé à mon père qui avait une jeune petite infirmière marocaine. C'était sa première année, mais il pouvait faire accoucher ma mère. Ils ont fait appel à cette jeune. Quand elle est venue, il a accouché ma mère. Au moment de couper le cordon ombilical, elle a demandé des ciseaux, on lui a tendu un couteau de cuisine. Il a refusé de le prendre, il est reparti chez elle, chercher sa trousse, des ciseaux qu'il a anesthésiés, etc. Ce n'est que comme ça qu'on a su que mes frères et sœurs mouraient de tétanos. De tétanos. Vous avez fait vos études primaires et secondaires à Casablanca. Et universitaires. Universitaires. Vous avez fait sciences politiques. Ça, c'est les années université? Non, ça c'est l'année bac. C'est l'année bac. Pourquoi vous êtes au milieu. Oui. Au milieu, pourquoi? C'est une photo qui me rappelle deux événements majeurs. C'est l'année bac, avec mes deux amis proches que j'ai perdus de vue. J'ai choisi cette photo pour rappeler aux responsables actuels ce que faisaient les maisons de jeunesse de l'époque. Parce que la photographie, on la faisait dans une maison de jeunesse. Dans les maisons de jeunesse, oui. Maison de jeunesse. Malheureusement, qui ont perdu toutes ces orientations, toutes ces... Alors qu'il n'y avait pas les moyens qu'il y a aujourd'hui, mais il y avait des gens engagés qui encadraient. Il y avait de l'encadrement. Des laboratoires et la photographie, le théâtre. Le théâtre, la musique, la lecture. C'est pour ça que j'ai tenu à... C'est moi qui ai développé la pellicule. Et c'est moi qui ai fait le tirage de la photo. On va voir une deuxième photo. Oui. De vous. Alors, ça c'est le foot. Vous pratiquez le foot? C'est le foot. C'est le foot. C'est le foot après le karaté. Je suis à côté du goal là-bas. Ah oui, je vois. Oui. J'ai tenu aussi à. Pourquoi cette photo montrer cette photo, c'est que on faisait que étudier et faire du sport. Ouais. Ça c'est sublime. On faisait du sport nous-mêmes, personne ne nous obligeait à faire du sport. Alors que maintenant, on a beau inscrire les élèves dans des clubs, etc. Là, j'ai fait l'athlétisme, le karaté et le football. C'était la tendance, parce qu'il n'y avait que ça. Malheureusement, aujourd'hui... Ce n'est pas la peine de l'indiquer, il y a quelqu'un qui est le vice-président de Fawzi Qja. D'accord. Parmi ce groupe. D'accord. Cette photo... C'est à l'époque de l'université? Ça, c'est Al Ayoun, oui. En 76-77. Il me tient vraiment à cœur parce que je montre Arif Mohamed, qui est mort avec Paul Pascan dans l'accident. Exactement. Et qu'il n'y a pas beaucoup de photos de lui. On a parlé de lui, mais il y avait peut-être une... Non, il n'y avait même pas de photos. C'est lui, Arif, fils de Ain Sba, que j'aimais beaucoup. C'est une grande perte pour nous, ses amis. Ça, c'était Al Ayoun. Avant le mur. Hein. Avant le mur. Avant le mur. C'est un lendemain. C'est un voyage d'études de fin d'année de la licence. De la licence. Vous allez travailler en tant que civiliste, et puis vous allez intégrer la division économique de la préfecture de Casablanca. C'est pendant le service civil. Pendant le service civil. Et vous allez ensuite vous allez changer, vous allez aller dans le secteur privé. Tout à fait. Vous avez fait le choix de... J'étais en charge de famille, donc je ne pouvais pas me permettre de faire autre chose.
bon, vous vous intéressez toujours à l'urbanisme, vous étiez directeur de l'immobilier d'une compagnie d'assurance. Oui, filiale d'un groupe français. Filiale d'un groupe français. Et où j'ai fait tout du juridique immobilier à la promotion immobilière, au locatif immobilier, à la construction, au lotissement. Oui. J'ai fait toutes mes armes, des armes là-bas. Donc c'est assez technique. Après, vous allez rejoindre une grande banque en tant que responsable. Une filiale d'une banque. Oui, des projets elle aussi. experts en évaluation immobilière et foncière, c'est ça? Tout à fait. C'est très technique tout ça. Après, vous allez créer votre cabinet de conseil en matière juridique, foncière et hôtelière. Donc, et par ce biais-là, par de concours de circonstances et un contrat de travail à Marrakech, je deviens directeur d'un hôtel 5 étoiles. À Marrakech. Donc, à travers ces trois expertises, j'ai toujours fait ce que j'ai aimé faire et voulu faire. Ben justement, parce que vous avez changé 3 fois minimum, pas de profession, mais à chaque fois, vous vous éloignez un petit peu. Vous avez commencé par la division. Oui, mais pourquoi ce besoin de changer déjà? Quand on plafonne, oui. Quand on n'a plus rien à apprendre dans un métier, il faut partir. Mieux vaut partir. Il faut partir. C'est un excellent conseil que vous me donnez là. C'est un excellent à quelqu'un d'autre. Et puis faire des choses qu'on aime. Alors, moi, je voudrais savoir, on va parler de l'engagement associatif, mais avant, on va s'arrêter pour une rubrique qui s'appelle l'objet. Et on va découvrir l'objet, un objet original que vous avez ramené avec vous. L'objet. L'objet Ahmed Hamid Chitachni que vous avez ramené, c'est insolite comme objet. Est-ce qu'on peut le voir? C'est celui-là. C'est ma première plume, mon premier stylo. Comment on appelle? C'est un... C'est qalam. Qalam. C'est fait de roseau. C'est pour parler de mon passage aussi dans le Msid. Vous êtes resté longtemps au Msid? 5-6 ans. Ah, quand même. 5-6 ans. C'était en parallèle avec l'école publique? En grande partie, en parallèle avec l'école publique. C'était votre choix ou le choix de vos parents? C'est le choix des parents. Donc j'imagine que vous avez appris le Coran presque par cœur? C'est une hizb? Bon, pas sans arriver à c'est une hizb, mais c'est une hizb, je l'ai fait après. Par moi-même. Il y avait le Msid. Donc chaque matin que Dieu fait, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fait chaud, on me réveillait vers 6h30 du matin pour aller à Msid. Je prends la tablette, le ha, on récitait, on l'effaçait avec de l'eau, on l'enduisait d'argile glaise, sale, et on écrivait la partie du Coran, en partie avec le qlam, dans le smaq, c'est l'encre, etc., parce que c'est de la laine brûlée, etc. Donc, au Msid, vous écriviez avec le qlam, c'était smaq, c'était... Smaq, salsal, la tablette qu'on enduisait avec de l'argile glaise, salsal. Quand il fait froid, on l'amenait chez nous, à la maison pour la faire sécher, pour revenir au Msid, au Jama', pour écrire le verset qu'on se devait d'apprendre le soir pour le réciter le lendemain. On va avancer parce que ce n'est pas seulement discuter avec vous, mais on va parler là de l'engagement associatif. Cet appel, cette page Save Casablanca, comment est venue l'idée? C'est vous êtes co-administrateur avec Mouna Hachim. D'où est venue l'idée de lancer cet appel? C'était la situation de la ville qui était devenue intenable. C'était il y a 12-13 ans? On vient de fêter notre 11e anniversaire ce mois de septembre. Donc il y avait tellement de distorsions, tellement d'incorrections dans la ville de Casablanca. Et cette distorsion entre la ville qu'on a connue dans notre jeunesse et la ville actuelle. Et l'idée nous est venue pour créer ce groupe, en tant que lanceur d'alerte, d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur ces distorsions. Les pouvoirs publics et les citoyens. Et les citoyens aussi. Disons, maintenant on est à 380 000 membres à peu près. Donc c'est vraiment 380 000 œils fois 2
à la disposition, comme je l'ai dit à la présidente du conseil communal. Vous n'avez qu'à recruter une personne pour lire les pages de Facebook et vous avez l'audit journalière, live. Pas besoin d'un cabinet à payer des millions de dirhams et qui au final... Parce que les membres s'investissent. Un grand merci de votre émission et bravo pour tous les membres, hommes et femmes. C'est du live bien avant parfois que les journalistes arrivent. C'est vraiment une action citoyenne. Et comme par hasard, quelques mois après la création de Save Casablanca, il y a eu le fameux discours de Sa Majesté de 2013 au Parlement, où il parlait des distorsions dans la ville de Casablanca. C'est comme s'il avait, Sidna avait lu tous les postes de cette ville. C'est exactement la saleté, les ordures, etc. Il a qualifié quand même Casablanca d'une ville très sale, et que les autres villes la dépassent de loin en propreté, alors justement, alors que c'est la responsabilité des pouvoirs publics, mais c'est aussi notre responsabilité à tous, on sait tous que les Marocains, ils sont propres, ils prennent soin de leur maison, de leur intérieur, mais pourquoi est-ce qu'ils ne s'approprient pas l'espace public? Est-ce que dans vos recherches, vos études sociologiques, anthropologiques ou autres, vous vous êtes posé ces questions et est-ce que vous avez un début de réponse? Bien sûr, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que les espaces publics, parce que l'espace public au singulier, ça veut dire autre chose. Les espaces publics, parce que l'espace public, c'est le lieu de discussion. Les espaces publics sont ce qu'ils sont. Et dans mon livre, d'ailleurs, j'en parle, parce que le Marocain, ça dépend de la représentation de l'espace pour le Marocain. Il ne faut pas oublier que nos villes connaissent un flux important des gens de la campagne. Et là, je déteste qu'on emploie le terme exode rural. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes tous des Marocains. Et chaque Marocain, c'est d'ailleurs constitutionnel, a le droit de circuler et de s'installer dans n'importe quelle proportion du territoire marocain. L'exode rural, ça a une connotation péjorative, comme si ce sont une population qui vient nous envahir. Dont l'apparition a été faite en 1952 lors d'un recensement fait par l'État protecteur colonial, etc. Et depuis, on ne parle que d'exode rural. Pourquoi pour le français, on ne parle pas d'exode rural? Quand le Marseillais va à Paris, on ne dit pas qu'il c'est un exode rural, on dit qu'il s'est déplacé, il s'est monté vers. Pourquoi aux Marocains, on veut vraiment les mettre dans des cases? L'exode, déjà, c'est interne. L'exode, c'est comme si ce n'est pas le pays. C'est comme s'il fuit la guerre ou une famille. Voilà, l'exode, ou il fuit quelque chose. Il fuit la misère parfois. Il fuit la sécheresse parfois. Dans le temps, on fuyait aussi la maladie parce qu'il y avait les épidémies, etc. Donc vous dites que c'est une composante à prendre en considération. Une composante à prendre en considération. Et puis. Parce qu'ils sont venus en ville. Dans un espace plus ou moins urbain. Quand ils viennent en ville, dans le temps, quand ils viennent en ville, ils ne vont pas dans le centre-ville, ils restent dans la périphérie. Dans la périphérie, et ils reproduisent parfois les schémas de la campagne. Les pratiques habitantes. Étendre le linge. Les pratiques habitantes qu'ils connaissent, qu'ils ont connues, d'accord. Et ils avaient la facilité de trouver déjà ce que j'ai appelé les enfants endormis du protectorat. On veut à tout prix coller le terme bidonville à Casablanca. Et on nous dit, et on nous écrit que le terme bidonville est apparu à Casablanca. C'est ce qu'elle a dit il y a 2 semaines, votre ami Rachid Boufous. Je l'ai entendu. Il a dit que c'est mon ami. Vous n'êtes pas d'accord? C'est mon ami, on partage beaucoup de choses ensemble. On peut ne pas être d'accord. C'est bien de confronter les idées. Il a dû louper une page de mon essai. Je lui tirerai les oreilles. Donc bidonville, parce que bidonville, il y avait le bidonville de Saint-Ouen beaucoup d'années, bien avant 1907, bien avant l'invasion de Casablanca. Et moi, je parle d'invasion de Casablanca. Parce qu'en 1907, il n'y avait ni protectorat, ni accord, ni rien. C'est très important. Là, on va marquer une pause parce que vous avez... Ça, c'est un sujet de recherche. Vous avez écrit beaucoup d'articles, des livres collectifs, mais il y a 2 ans, vous avez publié un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui est maintenant un livre référence. Un livre, c'est un essai, Casablanca, 1907-1956, la démesure d'un urbanisme. Il y avait un sous-titre, d'ailleurs, dans la première page
la première page, Quand chez soi. Quand chez soi était chez l'autre. Était chez l'autre. Mais et l'autre, c'est le colonisateur. Ben oui. C'est chez soi, chez l'autre. C'est important parce qu'il y a beaucoup, c'est très fouillé, beaucoup de recherches, une démarche scientifique, et puis on découvre des choses, parce que pour nous, on nous dit que la colonisation, c'est 1912, on oublie que Casablanca, c'est 1907. On dit même avec pas colonisation, on dit protectorat. Alors qu'en fait, c'est une colonisation pure simple. 1907, et c'était violent. Hein. C'était Oujda en mars et Casa en août. Et c'était très violent. Le nombre de bateaux de guerre que je cite par leur nom et leur capacité en bombardé Casablanca. Là, ça c'est l'un des bateaux. 12, 13. Ils étaient 13 et plus même. Ils étaient 13. Et 2 autres espagnols, parce qu'ils étaient français et espagnols. Voilà, ça c'est le 7 et 8 août 1907. C'est le Gloire. Bombardons la ville. Voilà. Il y a plus que ça encore. J'ai essayé de faire un peu de recherche à un moment de ce niveau, mais pas. Oui, c'est une photo. Alors le Galilet, c'était la frégate, c'était l'amiral. Non, le Galilée... C'est lui qui menait, en tout cas. Ah oui, c'était le premier. Le premier. Le premier arrivé. Donc ces bombardements. Oui, ces bombardements à la mélinite. À la mélinite, qui est un acide brûlant. Un acide brûlant. Et donc arme chimique. Bien sûr, c'est une arme chimique. Avant la guerre du Rif. Avant la Première Guerre mondiale. Avant la guerre du Rif. Et ça, on n'en parle pas, ce bombardement de Casablanca. Même ce bombardement, rares sont les gens qui Pourquoi cette page a été, à votre avis, occultée Parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est clair. Mais pourquoi les Marocains ont mis du temps Là, on va voir d'autres photos. C'est des bombardements. Oui. Ça, c'est bien après 1907. C'est bien ça. On va voir une autre photo des bombardements. Non, ça c'est plus récent, ça. Non. C'est 1907. Là, on nous dit que c'est la cause qui a provoqué le bombardement. Et là, je dis qu'à l'image du coup de chasse-mouche d'Algérie, ils ont trouvé une excuse. Là, ils disent que les Marocains ont tué 3 Français, 3 Espagnols et 3 Italiens. Or, on n'a qu'un seul nom. Ils ne nous disent pas qui. Tantôt, et là je relève dans mon bouquin, par des télégrammes diplomatiques, tantôt ils disent qu'on les a brûlés. Oui. Tantôt ils disent qu'on les a jetés à la mer. Tantôt ils disent, c'est une excuse tout simplement. Oui, bien sûr. Ils ne disent pas le nombre de Marocains qui sont morts dans cet incident. Bien sûr, c'était une excuse pour coloniser le Maroc. Là, on revoit cette image d'avant qui est terrible. Ouais. Voilà, il y a eu 3000 morts qui n'ont pas été plus enterrés. C'était dans des charniers. Des charniers qui existent toujours. Hein. C'est où exactement C'est Arsad Zrachtoni. Le square. Le square Zrachtoni, qui est dans l'ancien Médina. Et d'ailleurs, l'année dernière... il n'y a pas de plaque commémorative, rien Ils disent Arsad Zrachtoni, c'est tout. Hein. Non, mais pour l'année dernière, nous avons fait carrément un sit-in, un petit sit-in où on a lu Fatiha, pour attirer l'attention qu'il y a des morts et des charniers sous cette square. Alors pourquoi Vous voyez, même des animaux qui sont morts. Oui. Et après, s'en est suivi un pillage. Oui. Il y a le bombardement. Il y a un article de presse, je ne sais plus si c'était quel journal, où ils disent, je l'avais, où ils parlent des pillages. Il y a un bouquin carrément de Well, où il parle carrément du pillage. Il donne l'exemple de coffre-fort, principalement de la communauté marocaine juive, qui était éventrée. Et il dit texto, les indigènes, c'est-à-dire nous, on n'avait pas la technique pour ouvrir les coffres-forts. Donc c'était un outillage de la marine française. Qui a ouvert. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Ahmed Chitachni, d'écrire ce livre? En ayant pris connaissance de ces événements. Parce qu'il n'y a pas que ça, vous parlez de ça, vous parlez beaucoup d'urbanisme. Bien sûr, c'est surtout cet urbanisme. Moi, je vous dis que Casablanca actuellement... Un urbanisme qui est magnifié, qui est glorifié, on parle de musée à ciel ouvert, vous n'êtes pas d'accord? Si, le musée, ça c'est... Le musée, c'est de l'immobilier. Moi, je parle de l'urbanisme.
Alors, si on parle de cet urbanisme... Je n'ai pas voulu tomber dans ce piège, parce que moi, je pense que je n'ai pas la latitude de parler de l'architecture. Je ne suis pas un architecte. Mais je peux parler d'urbanisme, par expérience d'abord, et sachant que l'urbanisme est une discipline. Malheureusement, ce n'est pas une science. C'est de sa faute, parce qu'il ne s'ouvre pas sur les autres disciplines. Oui. D'ailleurs, c'est l'une des rares disciplines où il n'y a pas logis. Oui. Il y a urbanisme, il n'y a pas sociologie, etc. Oui. Parce qu'il ne veut pas s'ouvrir à cet urbanisme, alors, à cette justement, les Français, l'occupant, quand il est venu, quand il a posé les premiers plans, ça c'était après, il considérait qu'il n'y avait pas d'urbanisme et que Casablanca, c'était une bourgade. C'est des choses que vous corrigez dans votre livre. Bien sûr. Est-ce que c'était une bourgade? Je le démontre par A plus B dans tout le préambule. D'ailleurs, que j'ai appelé Darbida al-Mahrousa. Ça dénote déjà une correspondance sultanienne avec les tenants de la chose publique casablancaise. Et je décris son développement et sa morphologie, aussi bien urbanistique, économique, juridique, administrative et tout. Ça n'a jamais été une bourgade. Et à l'intérieur, l'assainissement. Parce qu'on oublie qu'ils veulent la municipalisation. Ils veulent que ça soit l'image de la municipalisation occidentale. Or, nous avions les habous qui géraient cette municipalisation. Avant les habous, il y avait, comment on appelle, les hajb, non. Le quartier qui était avant le quartier de Habous. Non, on parle déjà de l'intramuros maintenant. L'intramuros, c'est-à-dire Medina Qadima. Ils disent que c'est une bourgade, donc ce ne l'était pas. Et les Habous géraient les services publics qu'on peut nommer communaux. Oui. Communaux, les égouts, il y avait 1000 et quelques mètres d'égouts principaux, à part les réseaux secondaires, etc. Ils s'occupaient de l'éclairage, de la propreté et de tout. Donc voilà, je démontre. Vous, l'objectif, c'est de déconstruire justement cette littérature coloniale qui décrit Casablanca comme une ville où il n'y avait pas d'urbanisme, où il y avait. Alors que vu que votre père venait de Mediouna à Casablanca, qui était déjà une ville, vous donnez un exemple. Bien sûr, bien sûr. Et Mediouna, à un certain moment, c'était le chef-lieu de Casablanca. Oui. Donc c'est une évolution grâce au commerce, etc. Parce qu'on nous fait croire que Casablanca est né avec le protectorat en 1912 et que c'est Lyoté qui a... Mais on oublie qu'il existait, du temps des Brouata. Bien avant, des siècles et des siècles. Ils oublient que Léon l'Africain en part dans son voyage d'Afrique. Ils oublient que Dulwizaratain, j'oublie toujours son nom, je retiens que Dulwizaratain, ça va me venir. Il décrit la ville, il décrit le climat. Il y a des preuves que cette ville existait. Ils oublient que c'est une ville qui s'appelait Anfa, qui existait des siècles bien avant, dont certains auteurs disent que ce sont les Phéniciens qui l'ont bâti. Alors, quel est le problème? Parce qu'avec le colonialisme, ils vont faire appel à Henri Prost, qui va poser... Quel est le problème avec le plan d'urbanisme de cet urbaniste français? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il a fait? Le problème, c'est qu'on l'a appelé pour construire une ville européenne. Pour les Européens qui viennent vers l'Eldorado, le nouvel Eldorado qui est Casablanca. Le problème, c'est qu'à côté, il y avait des quartiers. Il y avait l'ancien Médina avant. Mais ceux qui ont poussé aussi. L'ancien Médina, quand Prost est venu, il a construit sur 1000 hectares une ville européenne où il n'y a pas un seul équipement pour les Marocains. D'accord? L'excuse, d'ailleurs j'ai entendu 2 fois dans votre émission, l'excuse c'était l'hygiéniste, etc. Mais c'est un urbanisme. À l'époque, toutes ces théories d'urbanisme étaient basées sur l'hygiénisme. Et vous allez plus loin, vous dites sur une ségrégation. C'était un système. Bien sûr, c'est une ségrégation, et ce n'est pas moi qui le dis. Bien des auteurs avant moi le disent, et j'ai à l'esprit le représentant néerlandais dans la réunion qu'il y avait sur l'international sur l'urbanisme des colonies et du protectorat. C'est lui qui a qualifié
Cet urbanisme d'apartheid, carrément, d'apartheid, parce qu'il y avait une séparation de deux populations, une qui est venue et l'autre qui résidait, qu'on appelait indigène. Et même dans la population européenne, il y avait aussi des catégories. Bien sûr, c'est après. Bien sûr, il y a toujours les riches, il y a les pauvres, parce qu'il y a eu aussi, après l'avènement des Français, il y avait tous ceux qui ont fui le régime militaire portugais, le régime castriste, etc. Donc il y a eu... Mais c'était des citoyens de seconde zone, mais qui se situaient entre les indigènes, comme on nous appelait, et les colons français. Et c'est une colonie, hein, c'est protectorat. Non, c'est une colonisation. On va marquer une petite pause pour la rubrique qui s'appelle Triptyque. On va découvrir les photos que vous avez choisies, les commenter, et on poursuit notre discussion. Triptyque. Merci. La première photo, Mohamed Hamid Chitachni, que vous avez choisie, est une coupure, c'est un article. Del Maghreb en 1986. 87. Ah oui, l'article, oui, bien sûr. Oui, c'est décembre, c'est presque. Tout à fait. Et là, on peut lire, je n'en mettrai pas non plus, de féliciter à cette occasion la revue culturelle Sindbad pour son initiative, puisque c'est à elle que revient finalement le mérite de notre rencontre. Éditeurs, auteurs, libraires, distributeurs et représentants des pouvoirs publics ont vu d'examiner les divers aspects du problème de l'édition. Vous avez choisi pourquoi et vous avez souligné cette partie, ce paragraphe, pourquoi? Là, là, on voit déjà la photo, il y a M. Benaïssa, ancien ministre de la Culture de l'époque, qui inaugure le premier salon du livre, qu'on appelait Foire à l'époque, de Casablanca, en 1987. 34 ans après, ce salon, on le fait déménager à Rabat et on laisse Casablanca sans salon du livre. On vous a dépossédé, on vous a volé. Kidnappé carrément. Ah oui. C'est un rapt. C'est un rapt. La pilule n'est toujours pas passée. Il n'est pas passé parce que dans cette vie, il n'y a plus rien. Cette jeunesse n'a plus rien. Mais c'est quoi, pour vous, c'est quoi l'idéal? C'est d'avoir 2 salons? D'avoir énormément de salons, que chaque ville ait le sien. Ça, pour vous, qu'est-ce qui justifie de faire déménager le salon de Casablanca à Rabat? Les Casablancais se posent cette question depuis 3 ans. Ils n'ont pas de réponse. On leur raconte n'importe quoi. Tantôt, on nous dit que le salon, le grand palais de la foire, il y avait l'hôpital Covid. Oui. On leur dit, il y a des espaces à Casa où on peut installer. Oui, c'est pas ce qui manque. Oui. Il y a le salon des expositions de l'office de change, qui est immense, avec un parking immense, à l'entrée de Casa. Oui. Les en routes, tout cas, la gare, etc. C'est pas l'espace qui manque. Il y a l'espace taureau. On nous dit il n'est pas construit. C'est comme si le salon de Rabat est construit. Il y a des chapiteaux à Rabat. Vous pouvez bien les faire à Casa et laisser le salon là où il est et trouver autre chose pour Rabat. On nous dit, excusez-nous, on joue sur notre fibre nationale, puisque Rabat, cette année-là, c'était la capitale africaine de la culture. On a dit, allô pour le nationalisme, exception. Mais il faut restituer au Casablanca leur salon. D'accord, l'appel est lancé. Rabat doit avoir son salon, Casablanca son Marrakech, salon et d'autres villes. Deuxième photo. Pourquoi cette photo où on voit Feu Hassan II, Feu Mohamed V et Jamal Abdel Nasser? Abdel Nasser, c'est non loin du port de Casa. J'ai cherché une photo au Habous, à la mosquée à la mosquée Sidi Mohamed, mais je ne l'ai pas trouvé pour marquer ce lien qu'a fait Mohamed V avec le quartier des Habous. Ça me rappelle beaucoup de choses. Première chose, mon père, l'Arhmo, adorait ces 2 personnages. Adorait Jamal Abdel Nasser et Mohamed V. Mon père n'était pas en arabique, moi je n'ai jamais. Ça c'était la mode de l'époque, etc. C'est normal, ça se comprend. Donc on avait une radio, la grande radio, sur une étagère à Gaza. Et tous les jours que Dieu a fait, mon père écoutait Saut al-Arab min al-Qahira, la voix des Arabes du Caire, et Huna London, ici Londres.
qui parlait que de cette politique. Et là, c'était la conférence de Casablanca, la conférence africaine de Casablanca. Et les deux, l'arhmoum, sont venus à notre quartier des Habous, sortis du palais royal, parce qu'il y avait, ils sont dans une estrade à côté du minaret, et ça je le vois toujours, hein, même si j'étais jeune, je le vois toujours, pour faire un discours. Et tout le quartier était fier, c'est notre quartier, etc., c'est notre roi, etc. Et quelques mois après, il y a eu le décès de Mohamed V. Et je garde à l'esprit, ça m'a énormément marqué, toute ma jeunesse. Il est mort à Rabat, mais on pensait qu'il est mort à Casa, les gens. Donc, tous les alentours du palais royal de Casablanca étaient bondés de monde, hommes, femmes, enfants, tout le monde pleurait. Et j'étais très jeune, hein, donc je ne comprenais pas. Ça vous a marqué, c'est un moment qui vous a marqué. C'est un moment d'où le choix de cette photo, où il y a Mohamed V et Jamal Abdel Nasser. Troisième et dernière photo. Là, c'est la photo du séisme. Ça nous a tous fait mal. Oui. On l'a ressenti jusqu'à Casablanca. Je ne pense pas qu'à Rabat on l'a ressenti. Si, à Rabat aussi. Mais à Casa, c'était vraiment... On l'a ressenti de façon... Et bien sûr... Là, au-delà du drame, là se pose... On a reçu une gifle, là. Oui. Une gifle, Au-delà du drame, des pertes humaines, il y a l'idée de la reconstruction et de l'urbanisme. Et qu'est-ce qu'il faut faire et comment ne pas recommencer les erreurs du passé. Quel urbanisme, quel choix, quelle reconstruction. Oui, j'avais fait une émission avec votre télévision, je pense, à l'époque, où je disais qu'il ne faut pas déloger les gens. Le Douar, comme le quartier dans la ville, est la plus petite unité sociale marocaine. Si on fait bouger ces gens de leur Douar, pour plusieurs raisons, terre de leurs ancêtres, des liens même géologiques. Sadat, Diallo. Oui, on ne peut pas les déraciner. On ne peut pas les déraciner. Essayons de reconstruire en antisismique, mais laissons-les dans leur patelin. Donnons-leur des moyens de communication. Donnons-leur des sites sociaux, non loin de leur demeure. Mais laissons-les, ne les déracinons pas. C'est une vie ancestrale, millénaire de ces gens-là. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Sinon, on va les déraciner. Exactement. Pour tous les sinistrés, il y en a qui sont encore nombreux sous les tentes, sous des chapiteaux. Pour revenir à Casablanca, dont votre livre qui est très édifiant, vous nous racontez l'histoire de Casablanca, même avant 1907, vous rectifiez beaucoup de choses, documents à l'appui, une bibliographie très très riche pour ceux qui veulent aller encore plus faire de la recherche, se documenter. Alors, Casablanca a été urbanisé, agrandi d'une certaine manière. Aujourd'hui, des dysfonctionnements, on les connaît. Maintenant, pour l'avenir, parce que vous avez parlé d'un désir de Casablanca. Désir de ville. Comment vous imaginez cette ville et qu'est-ce qui peut être mis en place pour un peu sauver cette ville de l'anarchie? Pour beaucoup de choses. Il faut d'abord une volonté politique, de un. De deux, un urbanisme marocain fait par des Marocains. Parce que jusqu'à maintenant, l'urbanisme de Casa n'a jamais été fait par des Marocains. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on fait appel à des Occidentaux. Des expertises occidentales, et on délaisse le Marocain. Vous avez dit quelque chose de très important, parce qu'on vous avait parlé de Casablanca et des colons qui disaient que c'est eux qui ont apporté l'urbanisme. On oublie, vous avez dit que c'est le Maroc, il a construit le Maroc, et toutes les dynasties, il a construit l'Andalousie, comme si on est incapable. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a justement on a oublié cet art qu'on maîtrisait avant? Depuis le début de la création de cette discipline, qui est l'urbanisme, il y a un lien fondamental entre le politique et le technique. Le technique ne fait que répondre aux désirata, aux vœux, aux orientations des politiques. Quand l'urbanisme s'ouvrira aux autres disciplines, et d'ailleurs,
si vous constatez, depuis 1956, l'urbanisme a été ballotté en différents départements ministériels. Tout le monde sait faire l'urbanisme et personne ne fait quoi que ce soit. Le résultat, on l'a dans nos villes. C'est ça, on a des villes hideuses, c'est l'adjectif que j'allais utiliser. Hideuses qui ne répondent pas aux besoins du Marocain. Il est aberrant de donner aux Marocains ces quartiers périphériques, des bidonvilles en étage. Bidonvilles en étage. Ou des bidonvilles en béton. Où on donne pour la famille marocaine du 45 mètres carrés pour y habiter, sans aucun accompagnement en équipement socio-éducatif. Il est aberrant que nos villes s'étendent à l'infini, au lieu de monter en 7 ans. Oui. Ce qui coûte énormément cher à la communauté. Oui, en matière d'énergie. En réseau, en route, en eau, électricité, énergie, etc. Et le malheureux urbain, parce qu'on n'est pas des citadins finalement, on n'est que des urbains. On est urbains. Nous sommes des urbains, on manquant de citadinité. Et le citadin qui passe sa vie dans les moyens de transport. Oui. Alors qu'à un moment, on parle de la vie du quart d'heure. Pour vivre, pour être heureux, la vie du quart d'heure. Oui. Il faut revenir à un éco-urbanisme. Oui. Il est temps carrément d'élaborer une doctrine nouvelle d'État en matière d'urbanisme. Et là, pour ça, il faut une volonté politique, vous l'avez dit. Dernière rubrique qui nous reste, parce qu'on a débordé, c'est le chef-d'œuvre. On va découvrir votre chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Ahmed Hamid Chitachni, quand je vous ai parlé de votre chef-d'œuvre, vous m'avez dit j'en ai plusieurs, je ne peux pas choisir. Après, vous m'avez dit tous les écrits de Najib Mahfoud. Et on a parlé de Zoukak al-Madar. Pourquoi Najib Mahfoud? Ces écrits-là ont marqué ma jeunesse, comme je suis un parfait bilingue arabe-français grâce à l'école marocaine, que je salue encore une fois. Quoique, on peut même dire trilingue grâce à l'école marocaine. Ces écrits-là m'épataient à l'époque, sans pour autant que je puisse leur donner un qualificatif. Là, vous comprenez. Là, je comprends que c'est de l'anthropologie. Voilà. C'est des romans anthropologiques où il vous décrit des situations, des vies, des personnages, des quartiers. Et ça m'a énormément marqué. Ça vous a beaucoup marqué. Ça m'a énormément marqué. Et même ceux qui n'ont pas lu, ces œuvres ont été adaptées au cinéma, les plus grands films égyptiens. Avec des cinéastes comme Chahine, etc., Exactement. qui ont vraiment interprété les idées de Najib Mahfoud. Donc, la première des choses que j'ai vues, mon premier voyage en Égypte, c'est d'aller au café. Non, même pas. Ce n'est pas le sien. Ce n'est pas le sien. Non. Celui qui est appelé Najib Mahfoud n'est pas le sien. C'est le café qu'on appelle Fichaoui. C'est là-bas où il se mettait. Et non pas dans le café Najib Mahfoud. Non, le Fichaoui. Ça, oui, ça c'est. Et j'ai été au quartier, des quartiers là où je tremballais. Et son esprit est avec moi. Najib Mahfoud, prix Nobel pour l'ensemble de ses œuvres. Oui, le seul arabe jusqu'à aujourd'hui. On espère qu'il y en aura d'autres. Ahmed Hamid Chitachni, merci beaucoup. Merci à vous. C'est passionnant. On attend le deuxième tome. Inch'Allah. Vous vous êtes arrêté à 56. On veut le deuxième tome et le troisième. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Avec beaucoup. Plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. On suit des programmes sur Média TV. Très belle soirée.